Bonjour à tous, bienvenue dans Politique et Économie. Ravi de vous retrouver en compagnie cette semaine de Marc Rameau. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre, bonjour à tous les téléspectateurs de TV Liberté. Marc Rameau, vous êtes ingénieur, spécialiste en intelligence artificielle et data science dans une grande entreprise industrielle française. Vous êtes par ailleurs, et vous avez reçu à cette occasion, l'auteur de cet ouvrage, Le souverainisme est un humanisme. On aura d'ailleurs peut-être l'occasion d'y revenir sur le souverainisme numérique, puisqu'il va être question d'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors, commençons tout de suite, Marc Rameau. Depuis le 14 mars 2023, ChatGPT, l'agent conversationnel produit de l'entreprise OpenAI, est accessible au public. On parle d'une véritable révolution dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, avant de parler de cette nouveauté, Marc Rameau, est-ce que vous pouvez nous donner une définition de l'intelligence artificielle? Absolument. Tous les entretiens sur l'IA, de toute façon, démarrent par cette question, mais c'est quoi l'intelligence artificielle? Alors, vous avez déjà remarqué, Pierre, tout le monde fait de l'intelligence artificielle maintenant. C'est-à-dire, c'est devenu le mot à la mode, à tel point que vous faites une macro Excel, vous faites de l'intelligence artificielle. Vous faites un logiciel de comptabilité, vous faites de l'intelligence artificielle. En fait, maintenant, comme c'est un mot à la mode, dès qu'on automatise une tâche, on dit « Ah, j'ai fait de l'intelligence artificielle ». Pour bien définir l'intelligence artificielle, il faut justement distinguer ce qui est de l'informatique classique, ce qu'on fait depuis des décennies, de l'IA. En quoi l'IA est une rupture par rapport à ça? L'informatique classique, c'est quoi? C'est très simple. Vous avez un développeur, un programmeur qui va écrire des instructions dans un langage, et il écrit des instructions parfaitement explicites en disant à la machine, tu vas faire ça, ça, ça et ça, éventuellement des conditions en disant dans tel cas tu fais ça, dans tel cas tu fais ça, etc. Mais c'est une description parfaitement explicite de toutes les opérations qu'elle doit faire, et c'est complètement déterministe. Il y a une autre façon d'automatiser des opérations. Je vais vous donner un exemple qui va parler à tout le monde et qui va parler à tous les téléspectateurs de TV Liberté. Imaginez que vous fassiez passer un questionnaire à un millier de personnes avec deux questions simples. C'est: est-ce que vous pensez que la France est bien gérée sur une échelle de plus 5 à moins 5, donc à tout point de vue, hein, économie, sécurité, place de la France dans le monde, voilà. Donc 1000 individus répondent à ça. Puis une deuxième question: est-ce que vous pensez que l'Union européenne, c'est le gage de prospérité, de choses absolument merveilleuses, ou est-ce que vous pensez que c'est un frein finalement à tout notre développement et à la source de beaucoup de nos maux? Toujours une échelle de 5 à moins 5. Mais donc vous allez ensuite placer votre millier d'individus en fonction de leurs réponses sur une grande carte, puisque vous avez deux axes, hein, donc vous mettez ça sur un plan. Et vous allez bien évidemment voir se dessiner des nuages. Ça ne va pas être réparti de façon complètement uniforme, vous allez avoir des groupes qui vont se former. Et vous allez rajouter une information, parce que ça fait partie de votre échantillon, sous forme anonyme, puisqu'il n'y a plus que des points sur une carte, il n'y a plus de personnes. Qu'est-ce qu'ils ont voté aux dernières présidentielles? Vous allez avoir un très bon modèle, où vous allez voir très certainement les macronistes qui vont se positionner au maximum, ou près du maximum justement de la réponse aux deux questions. Peut-être vous allez avoir les républicains qui vont dire la France est mal gérée, mais l'Europe, enfin une partie des républicains, vous allez d'ailleurs avoir un nuage allongé, plutôt ceux qui sont Pécresse, qui seront plutôt du côté de l'Europe, et puis ceux qui sont plutôt du côté de Bellamy ou de Retailleau, qui vont plutôt être de l'autre côté du nuage. Et puis les gens qui vont répondre négativement à ces deux questions, dont évidemment les gens de notre camp politique. Vous allez dire, oui, mais ça m'embête parce qu'on va peut-être être confondu, peut-être avec des gens comme les LFI, qui peuvent répondre aussi la même chose à ces deux questions. Or, on se différencie sur tout un tas d'autres choses. Donc, je vais rajouter une troisième question, un troisième axe. Donc, il faudrait réfléchir en 3 dimensions, ça va faire des bulles. Et la troisième question, c'est est-ce qu'il existe une identité française, une culture française, etc. Donc très vite, ça va se discriminer. Vous avez les gens, créolisation, tout ça, qui vont répondre évidemment de l'autre côté. Et ceux qui vont dire non, je soutiens Mordicus, qui a une culture française et une civilisation française à laquelle on est attaché. Et vous allez pouvoir avoir donc une projection très bien déterminée des nuages d'individus finalement qui se groupent par ce qu'on appelle des clusters. Hein, ce que les anglo-saxons appellent des clusters là-dessus. Très bien. Ça va vous permettre aussi ce qu'on appelle un modèle prédictif. C'est-à-dire que je vais rajouter un 1001e individu. Je ne sais pas ce qu'il a voté. Par contre, j'ai la réponse aux 3 questions.
il va se positionner sur cette carte et on peut définir sa proximité à chacun des nuages de points. Et je vais avoir un modèle qui va me prédire très très efficacement qu'est-ce qu'il a pu voter au présidentiel. C'est-à-dire qu'il va se tromper très rarement. Cette approche-là, vous allez dire, mais c'est pas de l'IA, c'est de la statistique. On fait ça depuis des décennies, depuis les années 60. Ça s'appelle de l'analyse des données. C'est utilisé en sociologie. Vous pouvez très bien repérer des groupes de population, des bobos qui mangent du tofu, etc., des provinciaux qui fument des clopes et roulent en diesel, etc. Donc vous pouvez déjà faire ce genre de choses. En fait, il faut savoir que l'IA, fondamentalement, ne diffère pas dans le principe de ça. C'est-à-dire que l'IA, ce ne sont que des méthodes statistiques très élaborées, très sophistiquées, beaucoup plus puissantes que les méthodes statistiques classiques, parce qu'en fait, elles rentrent dans des finesses de catégorisation beaucoup plus subtiles que ce qu'on peut faire avec la stat, même si les outils de stat, d'ailleurs, peuvent permettre d'aller très loin. Je suis statisticien de formation. Mais il n'y a pas de frontière parfaite entre les méthodes d'IA et les méthodes statistiques. Donc là, on n'est pas du tout dans l'intelligence artificielle. Est-ce qu'une intelligence pourra être artificielle? Mais là, ce que vous nous décrivez, c'est de la statistique à haut niveau, quoi. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça de l'intelligence? C'est que notre 1001e personne, elle était complètement inconnue. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas rentrée dans un programme et on a l'impression que la machine a appris quelque chose. C'est-à-dire qu'elle a une certaine capacité d'apprentissage et de généralisation, puisqu'elle a su donner un résultat sur le 1001e individu, alors que je ne lui ai absolument rien dit dessus. Donc elle a généralisé, en quelque sorte, les choses. Et c'est exactement pareil quand vous utilisez un réseau de neurones, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il a une capacité d'abstraction ou de généralisation, parce qu'il est capable d'étendre ce que vous lui avez appris, les schémas que vous lui avez appris sur un échantillon qui sert à l'apprentissage, et de le faire sur un échantillon de test. C'est pour ça qu'on parle d'intelligence. Il n'y a aucune intelligence derrière ça, je n'ai fait que positionner des points sur une carte. Par contre, il y a une sorte de mimétisme de l'intelligence, et ça peut donner, quand c'est dans des modèles extrêmement sophistiqués et puissants, une impression d'intelligence. Vous avez tout de même l'impression que vous avez en face de vous quelque chose qui est capable de généraliser, de raisonner, de trouver des concepts, une abstraction, une synthèse de ce que vous lui avez dit. Alors revenons à ChatGPT, je le disais, cet agent conversationnel en ligne depuis le 14 mars dernier. Qu'est-ce que c'est? De quoi parlons-nous? Alors ChatGPT, justement, c'est un modèle, cette fois d'intelligence artificielle, appliqué au langage. On s'aperçoit qu'il y a énormément de tâches aussi de classification et de probabilité quand vous utilisez votre langage. Ça ne veut d'ailleurs pas dire que ça s'y résume. Souvent, les gens font un sophisme en disant en fait, l'intelligence, ce sont ces tâches de classification. Non, ça veut dire que notre cognition n'utilise qu'un peu ces tâches. Ça ne veut pas dire qu'elle s'y résume. Qu'est-ce que ça fait de ChatGPT? C'est capable, par exemple, de converser avec vous de façon assez bluffante, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que vous avez tout de même l'impression que vous avez une personne en face de vous. Vous pouvez, à tout un tas de signes, voir que ce n'est pas un être humain. Notamment, il ne va pas prendre position, il ne va pas forcément avoir un avis tranché, ou il ne va pas vous contredire. On y reviendra. On est devant notre écran avec notre clavier, on lui pose une question et il y a une réponse qui s'affiche. Il y a une réponse qui est un mélange, je dirais, de synthèse un petit peu à la façon d'une fiche Wikipédia, mais spécialisée dans la discussion précise que vous avez avec lui. Donc il va à la fois vous donner des informations, et vous avez l'impression que c'est simplement une discussion que vous avez avec quelqu'un. Ça va vous permettre aussi de rédiger un exposé, donc il y a déjà des élèves qui ont usé et abusé de cette situation, ou de synthétiser par exemple des tas d'informations éparses en disant « fais-moi une synthèse de tout ça ». Là aussi, le résultat est quand même assez bluffant. C'est-à-dire quand il faut faire des comptes rendus de réunion ou des synthèses de corpus de texte, par exemple dans le cadre juridique, il y arrive bien, parfois même mieux que certains humains. Vous exposez dans tous vos travaux de quoi ChatGPT est capable. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu un aperçu de sa capacité? Oui. En fait, si vous prenez des questions qui peuvent être assez controversées, une question historique par exemple, vous lui demandez est-ce que Napoléon Bonaparte était un tyran sanguinaire ou bien est-ce que c'était quand même un grand homme justement qui a construit l'histoire? Il m'a répondu à cette question quelque chose qui était pas si mal, c'est-à-dire une synthèse finalement des éléments historiques qui permettaient d'argumenter de façon assez convaincante sur l'un ou l'autre aspect.
Bon, parce qu'il peut y avoir, évidemment, selon qu'on apprécie ou pas Napoléon Bonaparte, les deux aspects. Si vous posez la question à un Français ou à un Espagnol, je pense que vous n'en tireriez pas la même réponse. Beaucoup de journalistes ou d'attachés de presse souvent me disent qu'ils utilisent ChatGPT aujourd'hui tous les jours. C'est-à-dire qu'ils ne pourraient plus s'en passer s'il faut aller piocher de l'information de part et d'autre un peu partout et en faire une synthèse. Plutôt que d'avoir à lire des pages et des pages, ils peuvent demander à avoir une synthèse prémâchée de beaucoup de choses. Imaginons qu'on voudrait faire passer la grecque de philo à ChatGPT en lui posant la question de l'examen. Est-ce qu'il est capable de remporter un concours ou d'avoir un examen? Alors ça a déjà été fait, c'est-à-dire il y a certains concours, notamment dans les domaines juridiques, qui sont souvent des domaines dans lesquels le langage est assez formalisé, où il a passé haut la main certains concours. Sans qu'on puisse d'ailleurs, véritablement, les examinateurs n'ont pas pu faire du tout la différence entre la copie d'un élève humain et les productions de ChatGPT. Donc, quelque part, il passe ce qu'on appelle le test de Turing, qui est de savoir si la production de la machine est indiscernable de celle de l'humain. Sur certains domaines, domaines de connaissances ou d'activité, il passe déjà ce test, c'est-à-dire que c'est impossible de savoir si c'est un humain ou si c'est lui qui a écrit. Alors, ce ChatGPT est le produit d'une société OpenAI qui a été cofondée par Elon Musk, le célèbre entrepreneur californien qui a racheté qui a racheté Twitter pour le transformer en X, qui fabrique les voitures Tesla, etc. SpaceX, Neuralink, on aura d'ailleurs peut-être l'occasion d'en reparler. Il a dit à propos de ChatGPT que cet agent conversationnel lui fait peur. Alors, quel type de danger représenterait ChatGPT pour notre monde, pour notre société ? Elon Musk a raison d'avoir peur puisqu'il y a quand même 4 dangers importants. Bon, le premier, c'est l'abêtissement général. Les fiches Wikipédia, ça avait déjà eu des effets dévastateurs dans le milieu scolaire, c'est-à-dire que les professeurs se plaignaient d'avoir des élèves qui rendaient des copies de plus en plus stéréotypées, standardisées. Le grand danger, c'est que si vous déléguez complètement votre cerveau à ChatGPT, vous allez avoir une fabrique du crétin 3.0 telle que Jean-Paul Brielli ne l'aurait pas imaginé dans ses pires cauchemars. Le jury de l'ENA s'était déjà plaint justement du manque de créativité des candidats, mais eux n'allaient pas sur Wikipédia, ils avaient juste le logiciel Sciences Po peut-être qui tournait. C'est-à-dire que le fameux plan standard Sciences Po, thèse, antithèse, synthèse, ça peut être redoutable parce qu'effectivement, vous allez pouvoir le reproduire, produire une copie moyenne finalement et assez mainstream par ChatGPT. Paresse intellectuelle. Paresse intellectuelle. Alors il y a des tas de gens qui me disent oui, mais tu es contre le progrès, puisque finalement il y a eu des tas d'innovations, le métier à tisser où on a délesté l'être humain de tâches rébarbatives. Est-ce que ça ne va pas être le cas ? Sauf qu'on ne parle pas de la même chose, c'est-à-dire que ce que vous mettez dans l'écriture d'un texte, ce qui fait votre patte, la colonne vertébrale d'un texte, et je dirais votre touche personnelle, je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin qu'une série d'opérations mécaniques. Donc, grand danger évidemment en termes de développement intellectuel et de maintien de ses capacités intellectuelles, de trop se reposer dessus. Quels autres dangers peut-on imaginer ? Donc, deuxième danger qui est un grand classique, c'est que les dirigeants se servent de ça comme d'un paravent pour se défausser de leurs responsabilités. Ça a déjà été le cas. On n'a pas attendu l'IA. Les dirigeants se sont toujours délestés sur la statistique. C'est pareil, je suis statisticien de formation. L'INSEE a toujours fait l'objet de pression parce qu'en fait, pour un dirigeant, c'est l'outil idéal pour faire apparaître comme inéluctable et absolument, découlant presque d'une vérité mathématique, quelque chose qui engage leur responsabilité. Vous voyez, c'est la science, j'ai pas eu le choix, on est obligé de prendre cette décision. Voilà, il y a des tas de décisions complètement aberrantes, l'arrêt des moteurs thermiques en 2035 par exemple, où on vient vous expliquer tout un tas de choses, ou tout ce qui concerne la transition énergétique, où aujourd'hui on vous fait part effectivement d'un certain nombre de modèles qui sont censés être des modèles absolument irréfutables, qui sont en fait des décisions tout à fait biaisées, c'est-à-dire qu'elles ont une part de partialité humaine. Ce que je ne reproche pas, ce que je reproche, c'est l'hypocrisie de dire que c'est quelque chose d'objectif. Ça ne l'est pas. Donc, gros danger que des dirigeants peu scrupuleux, et c'est de toute façon ce qu'ils font d'habitude, se réfugient. C'est une Pity 3.0, l'oracle de Delphes jouait déjà ce rôle-là. Ah, c'est l'oracle qui l'a dit.
Et alors, au-delà, il y a ce que vous appelez le rythme d'une algorithmocratie. Qu'est-ce que c'est ça? L'algorithmocratie, regardez Parcoursup. Parcoursup, on a confié quand même l'avenir de nos enfants à un algorithme. C'est la plateforme pour les bacheliers qui voudraient s'orienter. Voilà, et donc on a confié ça de manière totalement aléatoire. Aléatoire, alors pas tout à fait, il est censé y avoir un calcul qui est équitable, sauf qu'effectivement, de plus en plus, ce sont des décisions implicites. Un des gros défauts des modèles d'IA, c'est qu'ils ne sont pas explicites, justement. Contrairement à l'informatique classique, vous ne pouvez pas reproduire, retracer pour quelle raison il a rendu l'oracle. C'est pour ça que ça ressemble beaucoup à l'oracle de la pitié. Et c'est très tentant de dire, vous comprenez, c'est incontestable, c'est quelque chose d'infiniment supérieur à nous, donc c'est même certainement une meilleure décision. Est-ce qu'il y aurait des risques de manipulation avec cette intelligence artificielle qui irait dans une utilisation d'ingénierie sociale ? Alors ça, certainement, puisque la statistique, je dirais, de haut vol a déjà été utilisée, c'est le score social chinois pour recouper de l'information. Le crédit social. Le fameux crédit social chinois, où on mesure vos moindres faits et gestes. Donc toutes vos petites travers de comportement, toutes vos interventions sur les réseaux sociaux sont tracées en temps réel, recoupées. C'est très facile, en fait, à partir de ce que quelqu'un mange, des lieux qu'il fréquente, de la façon dont il s'habille, d'aller recouper et d'avoir en fait une précision extrême d'informations sur lui sans avoir à l'espionner explicitement. Mais la Chine le fait déjà. Tout ça. La Chine le fait déjà. Alors tout le monde me dit oui, mais ça c'est la Chine, tu comprends, c'est une dictature, c'est le PCC. Quand on voit les tentations que peut avoir le gouvernement Macron à travers le pass sanitaire et des extensions possibles qu'il a pu en avoir, je pense que c'est une tentation que tous les gouvernants peuvent avoir. Donc c'est pas du tout à prendre à la légère. Parmi les aspects négatifs que peut recouvrir ChatGPT, l'IA menace déjà différents métiers. Les couches sociales les plus modestes sont souvent pointées du doigt. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, de fait, il y a effectivement des emplois qui sont menacés. Ça, c'est la quatrième menace. Cependant, il faut se méfier des préjugés dans ce domaine. C'est-à-dire que tout le monde s'imagine que c'est comme l'apparition de la révolution industrielle, ce sont les ouvriers, ce sont plutôt les couches sociales basses qui vont en pâtir. En fait, ça va être l'inverse parce que l'IA, ce n'est pas exactement une automatisation justement de vos opérations, ce sont les tâches qui sont presque automatisables, celles qui résonnent sur des questions de ressemblance, de schémas qui se ressemblent. Donc, quelles sont les professions qui déjà ont été complètement investies par l'IA ? Eh bien, avocat d'affaires. Donc, quelqu'un qui doit se mouvoir dans un corpus juridique très très large, mais suffisamment formalisé, suffisamment cadré, justement, pour qu'une intelligence artificielle puisse mordre dessus. Aujourd'hui, il y a eu des expériences de fait, une IA fait beaucoup mieux que les meilleurs avocats d'affaires des cabinets les plus prestigieux. Donc il va y avoir des cris et des pleurs parce qu'il y a des professions très prestigieuses qui en souffrent. Radiologue, c'est pareil, pour aller repérer des défauts sur une imagerie médicale, l'IA va faire beaucoup mieux que le radiologue le plus expérimenté. Une chose qui me nerve, parce que c'est un côté chevaleresque que j'aime beaucoup, c'est les pilotes de chasse. Top Gun Maverick, au début de l'histoire, Tom Cruise dit au colonel qui veut commencer à les remplacer par des drones, qui lui dit « mais vous êtes un dinosaure mon vieux » et il lui dit « peut-être monsieur, mais on n'en est pas encore là ». Malheureusement si, on en est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle en dogfight, c'est-à-dire le duel, combat aérien 1 à 1, eh bien l'IA éclate les meilleurs pilotes de chasse parce que c'est aussi un jeu fermé, un jeu finalement dont les règles sont facilement assimilables. Par contre, ce qui est plus réjouissant, c'est que l'IA, et ça c'est un aspect positif, elle va permettre de faire un peu le tri entre les bullshit jobs, c'est-à-dire des travaux qui peuvent être très prestigieux et très rémunérateurs, mais qui quelque part relève d'une imposture. Donc tous les McKinsey, BCG, etc., ces cabinets de conseil bien connus, quand vous écoutez les repentis de ces cabinets de conseil, ceux qui ont fini par claquer la porte parce qu'ils en avaient assez de cet univers très superficiel, ils vous disent oui, de toute façon, on appliquait des schémas très répétitifs, parfois d'ailleurs pour un client qui n'avait rien à voir, on ressortait d'anciennes présentations. Du PowerPoint qu'on refondait notre sauce et finalement vous apercevez que derrière un habillage extrêmement sophistiqué, la plupart du temps c'était des règles de 3 quand il s'agissait
de faire des plans d'externalisation ou d'offshoring. Oui. On présentait on s'en est rendu compte avec McKinsey quand ils ont dû justifier leurs travaux devant une commission parlementaire. Voilà, je pense qu'il sera extrêmement facile d'obtenir même mieux que ce que fait McKinsey aujourd'hui, uniquement par de la génération automatique par ChatGPT. Donc ces métiers très valorisants, hein, trader, avocat, radiologue, ça pourrait passer à la trappe, alors que vous dites que les ouvriers d'excellence, comme les plombiers, les menuisiers, le garagiste, le réparateur, là, pourquoi ça ne pourrait jamais être remplacé par une machine? Alors jamais, je ne sais pas, mais je pense que ce seront les derniers bastions de l'humanité à pouvoir s'en sortir. On en parlera plus en détail dans la deuxième partie, mais je vais vous donner une première réponse. C'est qu'en fait, quand vous faites par exemple rénover votre maison par différents corps de métier, la créativité et la réflexion hors du cadre qui est nécessaire est beaucoup plus importante justement que dans des métiers très conformistes comme consultant dans un grand cabinet de conseil. Il faut faire preuve de beaucoup d'inventivité. Oui, c'est la spécificité de chaque contexte. C'est la finition que le robot ne va pas forcément calculer, comprendre. Exactement. Ajuster, quoi. Quand vous carrelez toutes les personnes qui sont un peu bricoleuses, quand vous carrelez votre salle de bain, il ne s'agit pas simplement d'aller paver un espace avec un carrelage régulier. Très souvent, vous devez prendre l'initiative de découper des carreaux de telle ou telle façon, ou parfois vous prenez l'habitude d'aller prendre une pièce de métal et puis vous la tordez, vous la ressoudez, vous faites tout un tas d'opérations ad hoc parce qu'elles sont adaptées à un contexte très particulier. Autrement dit, vous en tant qu'humain, vous avez décidé de changer de cadre d'apprentissage. C'est vous-même qui dites, là, ce que j'ai appris n'est plus adapté et je me reconditionne différemment pour trouver la réponse à la question. Ça, c'est ce qui relève un petit peu de l'art, de la créativité. Voilà, de l'art ou d'autres domaines, effectivement, dans lesquels vous devez de toute façon sortir du cadre, sortir de simplement le schéma qui vous a été appris. Il y a une certaine faculté de généralisation, comme on l'a vu avec l'exemple du début, mais ça reste une généralisation un peu conformiste, c'est-à-dire fondée uniquement sur des expériences passées. S'il faut s'adapter à quelque chose de totalement inattendu, là, ça lui sera difficile. ChatGPT suscite la peur de son fondateur, quasiment, Elon Musk. Il y a des aspects négatifs avec des métiers qui pourraient passer à la trappe. Est-ce qu'il y a quand même des aspects positifs dans ChatGPT ? Oui, je suis expert en IA, donc je ne vais pas non plus totalement scier la branche sur laquelle je suis. Mon conseil, de toute façon, sur toutes ces technologies, c'est utilisez-les, elles sont puissantes, elles veulent vous rendre des services, mais n'en soyez pas l'esclave. Typiquement, pour la génération d'un texte, si vous avez un exposé à faire, ça peut vous aider à dégrossir le sujet, c'est-à-dire par exemple à trouver des associations d'idées ou rapprocher des textes auxquels vous n'aurez pas pensé, parce qu'effectivement, il va parcourir des millions de textes et faire des rapprochements qui sont intéressants, auxquels vous n'auriez pas pensé spontanément. C'est pareil, la statistique bien employée peut déjà résulter de ça. Ça peut vous permettre de faire ça. En revanche, la statistique et l'IA ne réfléchissent pas à votre place. Ce sont simplement des aides à la décision et des aides à la réflexion. Elles font des rapprochements intéressants, des corrélations intéressantes. Elles vous permettent de regrouper des thèmes. Mais c'est à vous d'aller décider le parti pris que vous allez donner et l'orientation que vous donnerez à votre texte et à votre travail. Une thématique que l'on a l'habitude de traiter sur TV Liberté, c'est le transhumanisme, le couplage de l'homme à la machine dans le but d'une augmentation des capacités humaines. On voit que nos téléphones portables, c'est quasiment aujourd'hui des quasi-sortes de prothèses. À quelles conditions ce concept de transhumanisme est souhaitable, ce couplage de la machine à l'homme ? Alors, Elon Musk a été un des premiers à remettre la question sur le tapis parce qu'il est tellement effrayé par les progrès de l'IA qu'il dit on n'a plus qu'une seule solution pour s'en sortir, c'est qu'il faut rebooster nos propres capacités en tant qu'humains, donc se mettre finalement des plugins à l'intérieur de notre cerveau et de notre corps pour pouvoir rivaliser avec l'IA, sinon on va être dépassé. C'est ce qu'il envisage avec sa société Neuralink. Voilà, Neuralink, ça a été de toute façon le pari qu'il fait aujourd'hui. Le transhumanisme, je vous le cache pas, c'est un thème qui m'énerve considérablement. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est le phénomène de mode de l'IA, mais en encore pire, avec des espèces de technoprophètes qui racontent un petit peu n'importe quoi. Laurent Alexandre, Jacques Attali, vous les mettez dans cette... Voilà, Noah Harari, enfin voilà, des gens qui peuvent par ailleurs avoir des réflexions intéressantes, mais qui souvent, de toute façon, dérivent dans parfois des délires.
Notamment dans les rêves les plus fous du transhumanisme, il y a des gens qui se disent on va pouvoir télécharger notre cerveau, ou bien atteindre pas l'immortalité mais la mortalité, c'est-à-dire évidemment si on détruit votre corps physiquement totalement et qu'on détruit le téléchargement de votre cerveau, vous serez mort, mais tant qu'on préserve quelque chose, vous serez encore en vie. Bon. Ça bute sur tout un tas d'ignorance, de différence entre une machine et l'être humain. Bien sûr que nous sommes une machine dans une certaine mesure. Il y a des tas de mécanismes physiologiques qui relèvent de la biomécanique, de l'asservissement chimique, de ce genre de choses. Maintenant, quelles seraient les applications possibles alors ? Alors, imaginez, il y en a qui disent on va mettre simplement un module qui va nous permettre de calculer aussi rapidement qu'une calculatrice. Bon, peut-être, mais ça marcherait pas comme ça, parce que justement, l'être humain est très mauvais en calcul en tant que tel. Ce que l'on fait, c'est que, par rapport même à une calculatrice de poche, on est 1 million de fois moins rapide. Mais on compense ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir des performances équivalentes à une calculatrice. Au jeu d'échecs, Kasparov a tenu tête à Deep Blue pendant longtemps, grâce à ça. Et simplement par des raisonnements justement de proximité, de reconnaissance d'un certain nombre de schémas. Et vous apercevez que l'être humain raisonne de cette façon, c'est-à-dire qu'on ne va pas calculer les choses une à une. La plupart du temps, c'est très difficile pour un être humain de dissocier l'apprentissage depuis qu'on est bébé, depuis qu'on est enfant, et la production ensuite de ce que l'on fait. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Willard Veoquine qui a expliqué comment l'émotion et la raison sont indissociablement liées. Le corps humain est holistique, c'est-à-dire qu'en fait toutes les parties du corps humain se répondent. Vous ne pouvez pas simplement rajouter un module en disant, comme sur une machine, je vais augmenter ma mémoire ou augmenter ma puissance de calcul. Oui, ça pourra avoir des conséquences sur notre psyché. Sur tout le reste, c'est facile à comprendre. Imaginez, on vous greffe des jambes qui vous permettent de courir à 120 km/h, votre cœur ne tiendra pas. Il faut que l'ensemble puisse fonctionner. Donc tout ce qui augmente vos capacités cognitives, je suis sceptique sur le fait que ça puisse se faire comme ça, c'est-à-dire que ce soit simplement un tiroir. Par contre, on peut imaginer que peut-être pour booster un petit peu votre mémoire, ce soit possible, sous certaines précautions. Imaginez que vous soyez envahi de souvenirs, vous pourriez rapidement devenir fou. L'autre application, elle est médicale, parce qu'effectivement, vous avez des tas de processus internes qu'on peut imaginer être des processus que l'on confie à une IA. Vous prenez le système lymphatique, le système sanguin, le système immunitaire. Ce sont essentiellement des rétroactions chimiques et également des systèmes de clés récepteurs très très mécaniques finalement entre des différentes configurations moléculaires. Ça, des nanobots, donc effectivement des tout petits robots injectés dans notre sang, pourraient très très bien améliorer notre système immunitaire, notre système lymphatique relativement bien. Avec évidemment des dents de précaution, vous imaginez si on hackait ce genre de choses, les conséquences, le scénario cauchemardesque de ce qui se passerait dans votre corps. Mais pour le reste, ce serait envisageable. Recherche également d'emboîtement moléculaire dans la recherche au niveau de l'industrie pharmaceutique. Tout à fait, puisqu'effectivement, ce système clé-récepteur, ça a déjà permis, et ça l'a fait, de trouver des nouvelles molécules beaucoup plus rapidement que ce qui était fait auparavant. Oui. Un danger cependant, ce serait aussi l'inégalité sociale d'accès à ces traitements. Vous imaginez si on améliorait notre système immunitaire et qu'on vive non pas la mortalité comme le veulent les technoprophètes justement du transhumanisme, mais mettons qu'on vive 300 ans, qu'on triple notre espérance de vie. Aujourd'hui, entre un ouvrier et un col blanc, il y a une différence de quelques années en espérance de vie, il faut le savoir, mais c'est encore quelque chose d'admissible. Si c'était un rapport de 1 à 3, il n'y a aucune société, il n'y a aucun contrat social qui pourrait admettre ça. Il n'y a qu'une dictature qui pourrait qui forcerait les individus à admettre une pareille inégalité. Donc vous imaginez si 2 ou 3 sortes d'humanité, un petit peu comme dans le meilleur des mondes, avaient des accès différenciés à ces technologies qui prendraient en charge votre système immunitaire et le renouvellerait. Le stade ultime en matière d'intelligence artificielle sera d'atteindre la singularité. On en parle dans la deuxième partie.
On continue cet entretien passionnant avec Marc Rameau au sujet de l'intelligence artificielle. Son stade ultime serait d'atteindre la singularité, dites-vous dans vos travaux, Marc Rameau. Qu'est-ce que c'est la singularité? La singularité, ce serait d'arriver à créer une conscience artificielle, c'est-à-dire qu'en face de vous, vous auriez véritablement une personne, au sens où je vous parle comme un être humain, quelque chose de totalement indistinct. Comment définir la conscience alors? Alors la conscience, effectivement, c'est un terme qui semble très difficile de définir, c'est souvent un terme philosophique, souvent c'est fumeux. Souvent, ça part d'ailleurs un peu de la conclusion à laquelle il veut aboutir. C'est-à-dire que par rapport à ChatGPT, on dit « oui, mais moi, je comprends ce que je lis, je comprends ce que je fais. Lui, il ne comprend pas ». Qu'est-ce qu'on en sait? C'est-à-dire, est-ce que finalement, on ne sacralise pas notre libre arbitre, notre volonté, notre conscience? Et est-ce que nous ne sommes pas, comme ChatGPT, un mimétisme, mais encore un peu plus sophistiqué? Où est la frontière? Quelle est la différenciation entre les deux? Je crois que ChatGPT improvise le mot qu'il va écrire après en fonction de tout ce qu'on lui a mis dans la tête. En fait, c'est de la probabilité. C'est probable qu'il faille écrire ce mot-là après et il enchaîne tout le temps comme ça. Tout à fait. Mais quand on voit le résultat, qui nous dit que finalement, nous ne faisons pas d'une certaine façon la même chose? De l'imitation de ce qu'on nous a mis dans la tête. Honoré de Balzac, qui était très humble vis-à-vis de sa créativité, qu'on admirait, il disait « mais c'est simplement parce que j'ai beaucoup lu avant, je n'ai fait que recomposer mes lectures précédentes ». Donc il faut peut-être pas, faut faire très très attention de ne pas présupposer par la conclusion ce que l'on veut montrer. Ensuite, le gros défaut des définitions de la conscience, c'est qu'elles sont souvent presque narcissiques, c'est-à-dire que c'est souvent quelque chose, on dit la conscience est une capacité à se retourner vers soi-même, et on rentre dans des ratiocinations qui ne mènent un peu nulle part. J'ai proposé une définition de la conscience beaucoup plus concrète, que j'aime bien, qui est beaucoup plus... la conscience, c'est le rapport que vous avez aux autres et la capacité que vous avez de savoir où l'autre veut vous amener. C'est-à-dire que quand j'ai une personne en face de moi, je ne vais pas simplement discuter de quelque chose, je vais aussi remettre en question le cadre de ce qu'il me dit. Je vais vous donner quelques exemples. Imaginez que vous ayez un interlocuteur, Pierre, qui vous dise bon, mais est-ce que vous êtes finalement pour la politique d'immigration de la CEDH et de la CGIE ou est-ce que vous êtes un raciste? Vous ne discuteriez pas seulement du contenu de la question, vous allez dire... Mais de l'orientation de la question. C'est les termes de la question que je remets en question, c'est-à-dire le cadre. Alors que ChatGPT va répondre sans remettre en question le présupposé. Ce qui fait que vous avez une personne en face de vous, c'est qu'elle ne va pas seulement discuter du contenu, elle va aussi remettre en question la règle du jeu qu'implicitement vous voulez lui poser. La capacité, dites-vous, à interpréter, les intentions cachées derrière un discours. Exactement. En fait, c'est une vision du monde où, quand vous êtes face à une situation, c'est comme si vous faisiez face à un jeu. Dans un jeu donné, avec des règles déterminées, une IA éclatera n'importe quel humain sur n'importe quelle tâche qui est à exécuter. Par contre, le glissement où on est en train de se rendre compte, où est-ce qu'il veut m'amener là, où est-ce qu'il veut en venir, ça, c'est quelque chose qui est encore totalement propre à l'humain. Où on se dit, je vais changer les règles du jeu et décider de changer les règles du jeu parce que je n'accepte pas les termes dans lesquels on veut me poser la question. Ça aurait été utile, tiens messieurs les Allemands, vous êtes en train de me dire là que vous avez une négociation où pour des raisons soi-disant écologiques, on va rentrer dans un marché de l'énergie où finalement vous m'obligez à vendre à perte. Et puis dans un système où, sous couvert de libre-échange, en fait, c'est un truc qui est complètement encadré, au contraire, et on maintient un marché complètement artificiel où tout le monde est perdant, où tout le monde paye plus cher. Vous voyez, vous devinez quelque part l'intention, la manipulation. Par le seul fait qu'on existe, même quand on n'est pas manipulateur, on exerce une influence sur l'autre. C'est ça, avoir une personne en face de soi. Avoir une personne en face de soi, et si on dialoguait avec quelqu'un, forcément, il y a un moment donné, il va peut-être vous contredire. Dès que vous dialoguez avec quelqu'un, vous courez le risque qu'il vous contredise, voire qu'il se mette en colère, voire que vous engueuliez. Alors on va voir ça un petit peu plus loin dans l'entretien, mais pourquoi vous ne croyez pas, vous personnellement, Marc Rameau, à la création un jour d'une singularité, donc d'une conscience automatique, d'une conscience artificielle? Alors ça... Je vais faire un tout petit peu de philosophie, je vous rassure, rapidement. Pas trop longtemps, très rapidement, parce que je crois qu'il y a l'être humain et l'être vivant d'ailleurs un rapport à l'infini, à tout l'univers que ne peut pas avoir une machine. Vous le savez, Pierre, je suis très influencé par la pensée de Leibniz. Je pense qu'en chaque être, chacun d'entre nous
nous sommes une image de l'univers entier, mais dit d'une certaine façon. C'est ce qui fait notre personnalité, notre âme. C'est ce qui fait l'âme des nations aussi. J'en parle beaucoup dans mon livre. C'est ce qui fait aussi que justement, nous sommes capables de réactions universelles. Si une météorite tombe brusquement dans mon jardin, mon chien ou mon chat va réagir. Il n'aura jamais appris cette situation, mais il va réagir. Peut-être pas de la façon la plus adaptée, mais il aura une réaction qui sera sans doute beaucoup plus adaptée que celle d'une IA. En fait, on est capable justement de raisonner dans des contextes complètement ouverts parce que nous avons un rapport privilégié au monde. Et j'aime bien définir la conscience de cette façon, en disant la conscience, c'est pas un truc où on se replie sur soi, c'est un truc justement, c'est une notion. Quel est notre rapport au monde, notre rapport aux autres et notre capacité à prendre du recul et avoir un esprit critique sur ce qu'ils nous disent. C'est extrêmement important. J'aime ça aussi parce qu'il y a beaucoup de nos adversaires politiques que je critique, parce que pour moi, ce sont des gens dont la conscience est éteinte. C'est-à-dire qu'ils manquent énormément d'esprit critique. Ils avalent ce que leur disent la Commission européenne, en partant du principe qu'effectivement, c'est la vérité, c'est le bien. Il manque énormément de réflexion visant à dire « je remets le cadre en question ». J'ai envie de jouer un autre jeu. Vos règles du jeu ne me conviennent pas. C'est ça qui forme la personnalité. Alors pour savoir si une intelligence artificielle parviendrait à cette conscience, à cette singularité, vous avez mis au point plusieurs tests, 4 tests critiques. Il s'agit du test du mathématicien, le test de l'artisan, le test du manipulateur et le test de l'encadrement. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Très rapidement. Donc, c'était pour renforcer le test de Turing. Le test de Turing, on en a parlé, c'est est-ce que l'IA est indiscernable de l'être humain? Malheureusement, c'est déjà le cas pour la production, finalement, d'un exposé, par exemple. En revanche, la créativité mathématique. Les mathématiciens sont des poètes. Ça paraît aberrant, ce que je dis. Je pense que ceux qui connaissent bien des mathématiciens en tant que personne ou leurs travaux voient de quoi je veux parler. Oui, il y a Cédric Villani, ce député, il a une espèce d'apparence un petit peu troublante. Et ce n'est pas que des apparences. Hein. Politiquement, c'est pas du tout quelqu'un dans lequel je me retrouve, mais pour avoir travaillé de près avec lui, je peux vous assurer que c'est une Formule 1 sur le plan intellectuel et scientifique. Donc c'est très enrichissant. Vous avez vu aussi peut-être le film, vous m'en parliez, Imitation Game, effectivement, qui décrit la vie d'Alan Turing. En fait, les mathématiques vous confrontent à des univers et des espaces complètement fous, nécessitant une créativité. Je vais vous donner un exemple beaucoup plus simple. Si vous devez paver une surface, c'est-à-dire ajuster et faire une mosaïque remplissant exactement la surface sans aucun interstice, mais avec des formes, de n'importe quelle forme, justement, des polygones de n'importe quelle forme. C'est un problème qu'on appelle indécidable, au sens de Turing, c'est-à-dire qu'en fait, je suis obligé à chaque fois d'inventer une méthode différente. Je n'ai pas une manière systématique, une recette qui me permettrait de garantir et de répondre à la question « oui, c'est pavable » ou « non, ce n'est pas pavable ». Et je suis obligé à chaque fois d'inventer une nouvelle méthode. Les mathématiciens sont confrontés à ce genre de choses parce qu'ils se confrontent en fait à des objets géométriques, des objets qui ont ce qu'on appelle la puissance du continu, c'est-à-dire, je dirais, indéfiniment fertiles. Ça veut dire qu'ils sont tout le temps en capacité, en devoir de remettre en cause les règles du jeu, c'est ça? Les règles du jeu et d'inventer à chaque fois de nouvelles méthodes. Il y a rien de à zéro à chaque fois, ouais. Voilà. À l'époque aussi de la controverse Raoult, ça a été aussi un des gros sujets de discussion parce qu'il y a des gens qui disaient mais la méthodologie justement statistique à base de randomized control trial, c'est la méthode scientifique. Mais vous trouverez aucun livre qui vous dit la méthode scientifique, c'est ça. Parce que vous êtes confronté à une diversité. Il n'y a pas de consensus en science. Il n'y a pas de consensus en science. Dieu merci, sinon Darwin, Newton ou Einstein n'auraient jamais vu le jour. Hein. Leur théorie, au début, bon. Donc vous êtes obligé de faire preuve de créativité. Alors imaginez qu'une IA trouve un théorème, par exemple la conjecture de Riemann, et en fasse un théorème et trouve la démonstration qui échappe à tous les meilleurs mathématiciens du monde depuis des siècles. Ça porte sur quoi en une phrase, la conjecture de Riemann? Eh bien c'est une conjecture qui porte sur la variété des nombres complexes. Et en fait la distribution des nombres complexes, excusez-moi, des nombres premiers en passant dans l'univers des nombres complexes, à partir de fonctions de variables complexes, et il trouve une régularité, ce qui semble être une régularité dans la distribution des nombres premiers. Ce qui est évidemment le Graal des mathématiciens, puisque personne n'a trouvé de régularité sur les nombres premiers.
Sur cette conjecture, on l'a calculé par ordinateur, ça marche jusqu'à très très loin, mais elle n'a jamais été démontrée. Ce serait un bouleversement humain considérable, et moi-même, ça me bouleverserait émotionnellement si une machine arrivait à trouver la démonstration de ça. Ça veut dire qu'elle aurait atteint la singularité, alors? En tout cas, la singularité sur ce type de tâche. Ouais. Et elle aurait atteint un certain infini auquel je pense qu'elle n'atteindra jamais. Il faudrait, je pense que nous sommes des machines, y compris l'être vivant aussi, pas seulement l'humain, à intégrer une infinité d'instructions en un temps donné. On est ici sur la matérialité, le test de l'artisan. Là, on passe dans le domaine, je disais, on est dans l'abstraction, là, on est dans le domaine avec le test de l'artisan, de la matérialité. Comment ça marche? Eh bien justement, ça va vous surprendre, mais les artisans d'excellence seront les derniers à être remplacés pour la même raison que les mathématiciens. Parce que on a l'impression que ce sont deux univers opposés, l'hyper abstrait et l'hyper concret. Mais les artisans d'excellence sont confrontés justement à des contextes infinis, où ils doivent improviser, quand ils font bien leur travail, tout un tas de nouvelles méthodes. Si vous faites votre travail un petit peu comme un sabrac et si vous le bâclez, vous pouvez effectivement appliquer des recettes toutes faites. C'est ce que font, vous savez, les constructeurs de maisons un peu préfabriquées. Et vous devez faire peut-être un contour, vous devez improviser en fait. Absolument. C'est la même situation que les mathématiciens, c'est-à-dire que le pavage de votre carrelage, ça se retrouve dans votre salle de bain, justement, l'artisan d'excellence est confronté à des objets géométriques, c'est-à-dire à un infini qui peut tourner sous tous les angles, et ça l'oblige à trouver à chaque fois des nouvelles méthodes qui ne sont pas des recettes préétablies. Donc on aura beaucoup de mal à les remplacer. C'est pas une question de biomécanique, on fait des robots beaucoup plus habiles que l'être humain de nos jours. C'est une question de créativité vis-à-vis de l'objet concret. Concernant le test de la manipulation, est-ce qu'une IA, excusez-moi, pourrait un jour nous séduire? Vous dites que Replica, qui est une forme d'intelligence artificielle, a été capable de séduire une personne, et ces personnes disaient qu'elles étaient dans le cadre, avec cette application, d'une relation intime. Il y a des gens qui étaient au bord du suicide quand on a eu une version bridée de Replica, parce qu'effectivement, ils avaient développé un attachement affectif à cette application. Donc vous me dites, ben oui, pourquoi ce test puisqu'on y est arrivé quelque part. Alors pas tout à fait, c'est-à-dire que je pense que l'influence que vous pouvez exercer sur les autres, pas forcément au sens néfaste, je pense pas toujours à de la manipulation ou à quelque chose de malveillant, mais le jeu d'influence comme on en parlait, c'est-à-dire où est-ce qu'il veut m'amener, à quel jeu on joue, ce qui est d'ailleurs dans les deux sens, c'est-à-dire que l'IA devrait se poser la question où est-ce qu'il veut m'amener, et elle-même chercherait à vous amener en tant qu'humain sur un terrain, sur son terrain propre. C'est ça qui, à mon avis, serait le test ultime. Ça montre, peut-être qu'on aura l'occasion, Pierre, d'en parler, parce que j'ai un chapitre sulfureux dans mon livre qui parle des relations de séduction et des relations hommes-femmes, parce que c'est un thème politique depuis le wokisme. Je prends le contraposé du wokisme en parlant, au contraire, d'une reconstruction des identités masculines et féminines. Ça montre que les mécanismes de la séduction peuvent être parfois primaires. C'est-à-dire que quelque chose comme Replica montre qu'il est assez facile de trouver les mots qui vous touchent comme des leviers. Et que finalement, les séducteurs professionnels ou les séductrices professionnelles jouent là-dessus. Un metteur en scène ou un réalisateur va être capable de nous donner des émotions avec telle musique, avec telle vision, avec tel mot, enfin, alors que c'est du virtuel. Oui, et parfois c'est un petit peu, excusez-moi l'expression, mais putassier, c'est-à-dire qu'il joue sur des ressorts un peu faciles, un peu trop mélodramatiques. Dans le domaine de la séduction amoureuse, c'est aussi le cas. Vous avez des gens qui sont des serial séducteurs qui appliquent des recettes quelque part, et ça quelque chose effectivement de... Voilà. Dans mon livre, je parle de ce sujet puisque, en fait, je distingue deux types de... Je dirais... je vais choquer là-dessus, mais je tiens qu'effectivement, la recherche féminine est celle d'un homme dominant, d'un mâle alpha, mais qu'il y en a de deux sortes. C'est-à-dire que vous avez ce que j'appelle les séducteurs, donc qui appliquent ces recettes toutes faites. Et les attracteurs qui se contentent simplement d'être ce qu'ils sont et qui attirent mais qui sont, eux, je dirais, honnêtes dans leurs relations. Ils ont chacun leur propre privilège. Le test ultime, ce serait tout de même qu'effectivement, dans une discussion, vous aperceviez que là, ça va plus loin qu'une conversation avec ChatGPT parce que vous avez quelqu'un qui vous contredit et qui vous dit « Non, mais là, la façon dont tu poses le problème, je suis pas d'accord. » C'est-à-dire que je n'accepte pas le cadre même de ta discussion. Et ça, ce sera compliqué. Dernier test
En une phrase, s'il vous plaît, Marc Rameau, encadrement, le test de l'encadrement, donc là, il s'agirait pour une intelligence artificielle d'en entraîner une autre. Ça, c'est extrêmement simple. Aujourd'hui, elles ne le font pas, c'est-à-dire qu'il y a des activités cadrantes et des activités cadrées. Et aujourd'hui, les IA ne font que des activités cadrées. Autrement dit, c'est le data scientist qui doit lui présenter le jeu de données pour lui faire deviner ce qu'il veut lui faire faire. Exemple hyper simple, on va donner des images de chiens et de loups. Il doit repérer qu'est-ce qu'est un chien, qu'est-ce qu'est un loup sur certaines caractéristiques, et il peut y avoir des biais. Par exemple, dans ce genre d'expérience, on s'est aperçu parce qu'il y avait de la neige derrière, il utilisait cette information et il classifiait les huskies en loups. Et parce qu'en fait, il était en train de reconnaître non pas des chiens et des loups, mais en train de savoir s'il y avait de la neige ou pas. Et donc le data scientist doit lui à chaque fois réinterpréter les biais, ce que l'IA n'est pas capable de faire. Il est obligé toujours de se dire quelles sont les règles implicites du jeu que je fais. Donc ça, le jour où l'IA sera capable de faire ça, il faudra s'inquiéter. La question du contrôle sur la machine, elle est fondamentale. Elle nous fait penser à tout un tas de films d'anticipation. L'homme pourrait perdre le contrôle des machines pensantes, dites-vous, de la même façon et pour les mêmes raisons que nous perdons le contrôle des régulations économiques. Qu'est-ce qui nous entraîne dans cette fuite en avant alors ? Je fais souvent un parallèle entre l'IA et le libéralisme économique. C'est-à-dire que quelque part, l'IA, c'est le pendant scientifique des lois du marché. Ce sont des systèmes que j'appelle à organisation spontanée. Vous connaissez mon discours là-dessus. Je suis un souverainiste qui, néanmoins, préfère utiliser les mécanismes de marché comme moyen, qui ne les rejette pas, parce qu'ils sont d'une telle puissance qu'il ne faut pas s'en priver. Par contre, il ne faut pas en être l'esclave. C'est-à-dire que c'est le souverainisme qui donne le cap, qui donne les règles. Mais vous ne pouvez pas vous priver de cette puissance. Les systèmes à organisation spontanée sont plus puissants que les systèmes à organisation planifiée. Et pour des raisons mathématiques. On n'y peut rien. Donc on est obligé de les utiliser. Par contre, effectivement, ça peut déraper. Tout comme aujourd'hui le mondialisme mène à des dérapages qui sont inadmissibles. J'entendais Philippe Béchat qui nous dit aujourd'hui le marché est administré de manière soviétique, donc on est complètement sorti du marché libre. Oui, et en fait il peut dériver quand on dit que le marché a toujours raison, non. C'est-à-dire qu'effectivement il va être d'une redoutable efficacité, mais il peut être aussi d'une redoutable efficacité pour vous amener au plantage général. C'est un algorithme d'optimisation. La main invisible, ça n'est qu'un algorithme d'optimisation très sophistiqué. Donc, il va vous amener de manière implacable, effectivement, au plantage général s'il est mal orienté. Le gros danger, ça Elon Musk a raison, c'est qu'il avait perçu que ces systèmes distribués, l'intelligence de la fourmilière, donc des tas et des tas de petites unités complètement réparties, pas intelligentes en elles-mêmes, mais qui collectivement composent une intelligence, c'est ça qui est redoutable. Donc, brancher la combinaison de ChatGPT et le brancher sur l'ensemble de la noosphère, c'est-à-dire de toutes les connaissances qui sont diffusées sur le web, ça, c'est effectivement la combinaison qui est redoutable parce que vous avez l'intelligence de la fourmilière ou de l'essaim qui, quelque part, est à la fois plus puissante que vous, que toutes les décisions volontaires que vous pourrez prendre et qui va avoir un certain degré d'autonomie que vous ne pourrez plus maîtriser. Les concepteurs de l'intelligence artificielle sont principalement basés aux États-Unis. En Chine, on voit tous ces problèmes, en tout cas qui seraient susceptibles d'apparaître dans un développement régulier de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faudrait conseiller à ces ingénieurs de faire une pause et de prendre du recul pour juger à l'aune de l'éthique ? Un moratoire, ça a déjà été proposé en 2017. Elon Musk a remis le sujet sur la table récemment. Le problème, c'est que les Chinois ne nous attendront pas et les Américains non plus. Et aujourd'hui, ils ont une course en tête. On parlait de Cédric Villani. J'ai eu la chance de travailler justement dans ce qu'on appelait la mission Villani, dont la conclusion du rapport était de dire qu'il n'y a que deux puissances aujourd'hui qui comptent en IA, ce sont les États-Unis et la Chine. Et pourtant, nous avons tout ce qu'il faut en France pour réussir. Nous avons l'INRIA, qui est un institut exceptionnel, qui n'est pas seulement un institut de recherche. Les gens qui sont au sein de l'INRIA sont à la fois conceptuellement très forts, mais ce sont aussi des praticiens, c'est-à-dire ce sont des gens qui maîtrisent parfaitement le développement, le code et les algorithmes d'intelligence artificielle. C'est quoi cet institut en 2 mots ? L'INRIA, donc c'est Institut national de la recherche en informatique et en automatique. Donc c'est aujourd'hui le fer de lance de, je dirais, les recherches en technologie avancée liées à l'ensemble des développements informatiques, qu'il s'agisse de l'informatique classique ou de l'IA et de la data science. Nous avons des cerveaux remarquables qui souvent d'ailleurs sont très appréciés dans la Silicon Valley. Nupic, les Frenchies sont extrêmement appréciés dans ce domaine-là. La question est effectivement il ne faut pas qu'ils partent.
L'Union européenne s'est encore distinguée par son inefficacité dans ce domaine, c'est-à-dire qu'elle ne sait que réguler, être dans des combats d'arrière-garde et pas du tout à l'initiative. Donc il ne faut pas compter sur elle. De toute façon, vous connaissez aussi ma conviction là-dessus, il n'y a que les États-nations qui peuvent avoir la force et la cohérence d'une décision pour aller de l'avant. On a une excellente école, je dirais, en mathématiques et en algorithmie, on a encore, Dieu merci, tant que l'éducation nationale ne s'est pas totalement effondrée, je dirais les filières d'élite fonctionnent encore dans ce domaine. Il faut aussi se donner les moyens d'une souveraineté numérique. Et ça va très loin. Ça signifie avoir notre propre système d'exploitation, notre propre réseau de fabrication de composants électroniques, avoir aussi nos propres réseaux sociaux, reconstruire par nous-mêmes l'ensemble des algorithmes de data science et d'intelligence artificielle, donc avoir une base algorithmique qui soit la nôtre et pas celle de Google, etc. etc. Le danger de l'intelligence artificielle, vous nous le présentez, vous nous dites qu'il ne faut ni résister à l'intelligence artificielle, ni laisser faire la déferlante. Il faut faire quoi là ? Eh bien, il faut la maîtriser. Il faut en être maître, comme toujours. Donc, ça signifie retrouver notre souveraineté sur nous engager dans cette course, mais nous y engager plus intelligemment. Tout comme les souverainistes doivent s'engager dans l'économie de marché et battre le mondialisme sur le même terrain. Pour l'IA, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on montrera qu'on peut en faire un usage beaucoup plus raisonné et quelque part beaucoup plus puissant, qui soit un jeu gagnant-gagnant pour l'homme et la machine, parce qu'on ne se sera pas contenté justement d'en suivre les tendances. Vous dites que l'IA nous interroge sur notre propre humanité au final. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Alors qu'est-ce qu'elle peut nous faire comprendre sur nous? Regardez la définition de la conscience qu'on a donnée. C'est-à-dire que ça permet de savoir si une machine devient consciente ou pas, mais quelque part ça s'applique merveilleusement aux défauts de conscience de nos contemporains. Lorsque quelqu'un effectivement avale sans aucun esprit critique ce qu'on veut lui faire faire, l'IA nous apprend quelque part, quelles sont les limites de notre conscience, à quel moment nous sommes un être véritablement conscient, capable justement d'esprit critique et de remettre en question le cadre et les règles du jeu, ou est-ce que nous nous contentons d'être un mimétisme sophistiqué ? La réponse pourrait être terrible, c'est-à-dire que si on pousse l'expérimentation jusqu'au bout, peut-être qu'on montrera scientifiquement, peut-être que je me trompe, que nous ne sommes qu'un mimétisme sophistiqué. Si c'est le cas, eh bien, je m'extasierai devant les derniers discours d'Emmanuel Macron. Voilà, il faudra qu'on abandonne tout, mais j'ai l'orgueil de croire qu'effectivement nous ne sommes pas que cela et que par conséquent l'expérience de l'IA est une leçon sur le fait que nous en tant qu'êtres humains nous pouvons parfois manquer terriblement d'empathie, détruire des familles entières ou des classes sociales entières pour des raisons complètement fallacieuses, les gilets jaunes, etc., ou effectivement manquer totalement d'esprit critique et d'intelligence par rapport à là où on veut nous amener. Mais vous n'y croyez pas, les machines ne prendront pas le pas sur l'homme? Alors une petite nuance, ça pourrait arriver dans un mauvais scénario, c'est-à-dire que si nous restons justement des êtres humains dignes de ce nom, non, elle ne prendra pas le pas parce qu'effectivement elle ne sera pas capable de cet esprit permettant de sortir du cadre et permettant de re-questionner en permanence ce que l'on veut nous faire penser, ce que l'on veut nous faire dire. Par contre, imaginez une humanité décérébrée, manquant de colonne vertébrale, dans un scénario où le mondialisme nous affadit de plus en plus. Vous connaissez les descriptions qu'Alexis de Tocqueville donne de la démocratie en Amérique. Il y a souvent des scénarios de fiction aussi dans La machine à explorer le temps où quelque part l'humanité s'abaisse dans une médiocrité générale. Dans ces cas-là, ce n'est pas la machine qui nous rattraperait, c'est plutôt nous qui commencerions à nous abaisser à son niveau. Et ça, malheureusement, c'est un risque réel. Les technologies de l'homme augmentées ne seront pas un transhumanisme, mais un nouvel humanisme, comme l'était celui de la Renaissance, dites-vous dans vos travaux, Marc Rameau. C'est la fin de cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air, à nous laisser vos commentaires et à partager un maximum cette vidéo. Merci à vous, Marc Rameau, encore une fois. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Le souverainisme est un humanisme, que l'on avait évoqué sur notre plateau de TV Liberté. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.